Marine a su s'écouter et entamer une reconversion infirmière après des études dans le commerce. Pourquoi cette reconversion ? Quels ont été ses déclics ? Que faire de ce parcours atypique ? Autant de questions auxquelles Marine a accepté de répondre dans cet épisode. Salut Marine. Salut Chloé. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir et même si toi tu as pu être surprise, moi je suis très contente parce que tu étais dans ma liste depuis le début, parce que tu as un parcours assez atypique, donc bravo à toi déjà. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui ? Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. J'ai grandi à la campagne, près de Villefranche-sur-Saône, avec mes parents et mon petit frère. On est une grande famille, j'ai 3 grands frères et sœurs également, des demi. Et donc aujourd'hui, j'habite à Lyon et je travaille dans un hôpital en tant qu'infirmière en réanimation néonatale depuis peu. Trop bien. On va un peu détailler ce parcours et comprendre comment tu en es arrivée là. Mais est-ce que tu peux me dire ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? J'avais plusieurs rêves, on va dire. Alors j'aimais les animaux, les enfants, un peu comme la plupart des petites filles. Voilà, comme les petites filles. Je voulais être soit sage-femme, soit vétérinaire. Ah, mais c'était précis quand même déjà. Oui, sage-femme, vétérinaire, ou je me disais psychologue pour enfants. Ah oui, donc voilà. Déjà très précis avec les enfants. Avec les enfants ou avec les animaux. Et tu étais quel genre d'enfant ? J'étais l'enfant, je dirais un petit peu toute calme, toute timide, assez réservée, qui jouait pas mal avec les copines et puis voilà, celle qui voulait toujours être un petit peu première de la classe, qui travaillait bien à l'école. Voilà, je faisais pas trop de bruit. Oui, tu as un peu le syndrome de la bonne élève, quoi. C'est ça. Et comment tu évolues, du coup ? L'adolescence, donc un peu plus compliqué. Je bosse un peu moins à l'école, mais bon, je m'en sors toujours très bien au niveau des notes. Ça, c'est pas un problème. Et simplement, très vite, j'avais un prof d'SVT qui était de physique-chimie, qui était pas très cool. Et donc, j'ai voulu tout de suite arrêter les sciences. Et je me suis dit, OK, je vais aller en bac STMG parce que c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. J'avais des très mauvaises notes uniquement dans sa matière. J'aimais pas du tout. Alors qu'à la base, t'adorais les sciences. Alors qu'à la base, je voulais être sage-femme. Oui, donc forcément, j'aurais fait plutôt un bac S. Mais du coup, ça s'est pas fait comme ça. Donc j'ai fait un bac STMG. Et c'est vraiment à cause de ce prof. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est bien de le dire parce qu'en fait, on sous-estime vraiment l'impact que peut avoir un professeur ou une matière dans nos vies. Ah mais clairement. Et cette matière, c'était terrible. Je me rappelle du prof qui était sur son estrade et qui nous disait nos notes. Donc il nous appelait Marine 5. Ah ouais, c'est horrible. J'espère que tu as tout donné, Marine. Enfin voilà, des trucs comme ça où tu te dis OK, non, en fait, plus jamais. Donc dans ma tête, je me disais non mais je suis pas du tout faite pour ça. Pas du tout faite pour un bac S et j'irai en bac STMG et j'ai bien réussi mon bac STMG. Et du coup, tu renonçais un peu à ce que tu rêvais de faire enfant en faisant ce choix-là. Complètement. Mais en même temps, sur le moment, ça m'allait bien parce que je me disais pourquoi pas aller dans le commerce. J'avais mon père qui était dans le commerce également. Je me disais ça peut être cool. Donc quand on grandit, un petit peu les rêves d'enfant, on les oublie à un moment donné. Puis ils reviennent a priori. Oui, souvent. Ouais. Tu fais ce bac STMG et après tu décides de faire quoi ? Et après, je fais un DUT technique de commercialisation. Donc, toujours axé sur le commerce. Et en fait, à la fin de mon DUT, on devait choisir pour la suite. Oui. Et là, ma grand-mère était très malade et elle décède au moment où on devait faire nos choix. Et donc moi, j'étais vraiment constamment avec elle à l'hôpital, très, très proche d'elle. J'étais très proche d'elle. C'était vraiment... Voilà, c'était un pilier dans ta vie, quoi. C'était le pilier de ma vie. Donc, j'avais pas du tout choisi ce que je voulais pour la suite. Et donc là, je me suis retrouvée sans rien. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais appeler mon oncle qui était aux États-Unis. Je lui ai demandé si toutefois, il connaissait pas des personnes qui cherchaient des filles au pair. Mais parce que, donc, à ce moment-là, tu t'intéresses à partir à l'étranger. Mais avant, c'était déjà le cas. Est-ce que tu voulais le faire quand tu étais plus jeune ou est-ce que ça a jamais été une option de partir à l'étranger ? Mais pas du tout. J'y avais jamais pensé. Pour moi, voilà. Ça a été vraiment le déclic.
En fait, l'étranger pour moi, c'était pas du tout une option. Je m'imaginais vraiment, mère de famille avec ma maison, mes enfants. Voilà, la Une petite vie vie un plutôt peu, classique. classique. Je l'imaginais bien, comme ça et en fait vraiment, je pense que ma grand-mère a été un vrai déclic et d'ailleurs, je pense qu'après ça, j'ai une autre relation avec la mort j'ai pas une relation négative avec la mort comme peuvent l'avoir certaines personnes parce que moi, je trouve que même dans sa mort, elle m'a aidée Souvent, c'est le cas, hein. Quand et tu elle arrives m'a à te guidée. relever. Clairement et donc là, elle m'a guidée parce que vraiment je savais plus du tout où j'en étais et je me suis dit: en fait, go, pars à l'étranger, Mais en de fait, toute c'est manière, parce tu que sais pas ouais, c'est donc parce que tu avais plus rien. oui, tu vas pas rien faire, tu vas pas rester à rien faire donc en fait, là, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas partir à l'étranger?» Et c'est là que j'ai demandé si on cherchait une fille au pair et en fait, les étoiles se sont alignées parce qu'effectivement, on cherchait bien une fille au pair. Enfin, mon oncle avait une connaissance qui cherchait une fille au pair et donc je suis partie, très vite après ça, je dirais en septembre. Là, c'est la première fois que tu pars à l'étranger, Oui loin de ta famille. Comment est-ce que tu le vis? et en fait, je me pose pas tellement de questions. C'est drôle, mais c'est comme si, cette expérience, c'est j'étais C'était ce que tu devais faire. c'était ce que je devais faire. C'est-à-dire que je me pose pas de questions. Je crois que je prépare ma valise, le soir, pour partir à 5 heures du Mmh. matin, alors que c'était une valise de 6 mois. Enfin bon, je me prépare sans trop me préparer. Alors après, j'avais préparé le passeport et cetera un Oui. petit peu en avance. Mmh. Mais, mais j'étais pas vraiment prête. Je savais pas vraiment vers quoi j'allais et arrivée dans l'avion, je me suis retrouvée seule et en plus, moi, j'avais vraiment, une peur bleue d'être seule. C'était vraiment, ma peur, la plus profonde, la solitude. Je déteste ça. Tu sais d'où vient cette peur? Je pense que c'est dans l'enfance où, parfois je me suis retrouvée seule, quand j'étais petite et cetera et mes parents ont divorcé. Ça a été un petit peu dur. Le divorce a été compliqué. Et je pense que j'ai vraiment souffert de cette solitude, quand, ils se sont séparés une première fois et j'avais pas mon petit frère Ah, et je me sentais bien seule. Ça vient certainement de là et du coup, là, pour le coup, je partais seule et sans trop me poser de questions et donc j'arrive dans l'avion et je me retrouve dans l'avion à regarder mes films. Je me dis: «Bon, OK, vers quoi je vais?» Je savais rien ouais. du Tu tout, savais pas ce que tu allais faire après, tu mais savais rien. mais pas du tout Ouais. et Et tu puis parlais bien anglais à ce moment-là? non, Voilà, parce qu'il 0. y a ça aussi. Ah En fait, mais c'était un changement total. Mais total et il s'avère que j'arrive à l'aéroport de Miami, j'allais à Atlanta. J'arrive à l'aéroport de Miami et là, il y avait, les ouragans et du coup, vol annulé et je me retrouve dans l'aéroport de Miami toute Toute seule. seule. Ah mais terrible et je me dis: «Mais j'avais plus de batterie sur mon portable», sauf qu'en fait, c'est d'autres chargeurs, c'est un truc Oui, tout bête, mais moi, je oui. ne le savais pas Ah, tu savais que pas c'est qu'il y avait ah des mais non, je suis adaptateurs? partie sans rien moi! Ah oui. Et tu avais pas beaucoup voyagé avant? Mais j'avais jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion. Jamais pris l'avion? Mais oui Ah non, je savais pas. et Donc là, donc c'était vraiment la c'était grande vraiment aventure, la quoi. grande aventure, la première grande aventure et je me retrouve, à l'aéroport de Miami en parlant pas un mot d'anglais, à me dire: «OK, il faut que je trouve un chargeur parce que j'ai plus de batterie, il faut que je prévienne», Ah oui. voilà. Et tu as peur à ce moment-là? Non, mais je me dis: «Bon, allez, hein». Et Tu avais pas voilà, le il y a choix, pas le quoi. choix. Il y a pas le Ouais. choix. À ce moment-là, il y a pas le choix donc je demande, à quelqu'un. Bon, de toute façon, on se fait comprendre. En fait, on se Oui. fait toujours comprendre à l'étranger, hein, même quand on parle pas la langue, avec les gestes. Aujourd'hui, on a Google Traduction qui peut aider Oui, c'est sûr. aussi. Enfin, C'est voilà, il plus y a facile. il y a toujours, quelque chose pour aider. Donc j'arrive à trouver un chargeur, donc le vol, il me retrouve un vol le lendemain matin. Je me retrouve à dormir dans l'aéroport, donc première Mmh. expérience, 1er Premier vol, voyage un 1er peu dodo à compliqué, ouais. l'aéroport, voilà et puis après, j'arrive aux États-Unis et une belle expérience franchement de 6 mois, là-bas, qui était vraiment extraordinaire, où j'apprends plein de choses, autant sur moi déjà, de base, vraiment où j'apprends à me connaître presque. C'est ça, parce qu'en fait, c'est la première fois que tu te retrouves seule, Mais oui, dans un univers que tu connais pas. non mais Donc clairement. tu apprends réellement à savoir qui tu es à ce moment-là. Oui, vraiment et puis je rencontre, une amie qui est drôle d'ailleurs on s'est rencontrés, au lycée.
on se calculait pas forcément. Et en fait, on se connaissait pas tant que ça. Et on finit par se retrouver à une rue, enfin à quelques rues d'écart, à Atlanta. Improbable. Oui, alors qu'Atlanta, c'est quand même très grand. Bah oui, Et à Atlanta et tout. Donc là, ça devient un petit peu, bah voilà, ton pilier. mon aventurière de ma copine d'aventure des États-Unis et puis qui était aussi fille au père là-bas. Donc on vit aussi l'expérience pas mal accompagnée et en fait on n'est jamais seul Oui. parce qu'on rencontre aussi plein de Français là-bas. Malheureusement on parle pas beaucoup anglais des fois parce qu'on est toujours on finit toujours par être avec des Français. Mais une expérience assez incroyable et Tu t'es sentie vraiment bien. ah ouais, C'était ce vraiment. qu'il fallait que tu fasses à ce moment-là. Clairement. Je me suis vraiment sentie bah, là où je devais être, en fait. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi lors de cette première expérience? Bah, déjà que j'étais capable de le faire. C'est beaucoup. Mmh. Que j'étais capable de me dire: «OK, bah, là, j'avais quel âge? J'avais 19 ans». 19-20 ans. Ouais, 19 ans. De prendre l'avion, seule, parce qu'en fait, c'était peu connu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui Oui. voyagent, mais à l'époque, il y avait pas tout le monde qui Non, partait c'est comme sûr. ça. Et donc de se dire: «OK, je l'ai fait» et cette fierté-là qui est assez incroyable et ensuite, bah, d'apprendre sur soi, je dirais, La fierté de l'avoir fait, mais clairement, en fait. Je crois que c'est c'est surtout déjà ça. énorme. En Ouais, fait, après, ça t'ouvre le champ des possibles. mais oui Parce que tu te dis, si je l'ai fait à ce moment-là, alors que rien n'était organisé, c'était la grande première. et aussi de prendre conscience, en fait, de la vie. C'est drôle, mais de prendre conscience de tout ce qu'on a et de tout ce qui est et même de prendre conscience, avant, je me baladais peu dans la nature et cetera. Et en fait, de voyager, c'est drôle, mais quand on voyage, on visite beaucoup plus que quand on est en Ah, France. c'est sûr. Et donc, de visiter, de voir, bah, mais l'immensité de tout ce que nous propose cette terre qui est juste magnifique et voilà, de voir tout ce que la terre a à nous offrir et d'en prendre conscience et de le ressentir pour de vrai. Parce qu'en fait, enfin, au quotidien, je dirais qu'on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qu'on a, de tout ce qui, enfin, C'est quand on bouscule notre quotidien qu'on voilà, on ouvre réellement les yeux qu'on sur prend ce vraiment qui se conscience. passe. Quand on est en haut d'une montagne et Mm. on regarde le coucher du soleil et juste on est seul et on respire et on se dit, OK, d'accord, c'est ça. Ouais. C'est de la grosse prise de Voilà. conscience. Et qu'est-ce que tu décides de faire après cette expérience? Je me dis, ah, mais Marine, t'as peut-être pas assez d'études, il faut que tu reprennes tes études. Oui, Un petit parce peu que tu avais qu'un bac plus 2. voilà, j'avais qu'un Ouais. bac plus 2, donc je me dis, allez, je vais reprendre mes études, donc je décide de me spécialiser dans l'immobilier. Pourquoi Euh, l'immobilier? Parce que c'était un domaine qui me plaisait bien, où je me disais, c'est aider, je dirais, à un projet de vie. C'est Voilà, vrai. les gens, quand ils vont acheter une maison, c'est parfois, alors ça peut être un investissement, ça peut être, mais en tout cas, c'est des projets de vie, c'est des projets qui sont importants. Et donc, pour moi, voilà, C'est des projets qui ont du sens, en fait. aider à des projets qui ont du sens. Voilà, important. Et donc, je fais une licence en immobilier, en alternance. Et très vite, le manque du voyage apparaît. Une fois qu'on a voyagé, je pense qu'on a C'est envie de compliqué voyager après, oui. tout le temps. Donc très vite, le manque, enfin voilà, l'envie de voyager revient. Et donc je termine quand même ma licence parce que j'aime quand même bien terminer ce que je commence. Et après, je décide de repartir. Et cette fois-ci, je décide de repartir en sac à dos au Mexique. Et là, en sac à dos, t'étais jamais partie avant. Jamais. Donc Non, non. c'était une nouvelle fois, une nouvelle aventure. Exactement. Nouvelle aventure. Donc là, sac à dos. Sans projet derrière. C'est vraiment, je pars à l'aventure. Bah oui. Oui, vraiment. En fait, à la base, j'avais éventuellement un projet d'hôtel au Mexique. Enfin, mon oncle travaillait au Mexique à l'époque, et donc éventuellement reprendre le projet. Mais en tout cas, non, j'avais pas spécialement d'idée. Je voulais juste revoyager. Et j'avais déjà été au Mexique pendant une semaine. J'avais adoré et je voulais découvrir le Mexique. Et donc, tu pars au Mexique. Et donc je pars.
Et alors là, comment ça se passe? Et là, mais incroyable. Bah, en fait, c'est des pays où tu rencontres des gens qui sont extrêmement gentils, qui t'apportent énormément. Enfin, sur le plan humain, c'est juste extraordinaire. Tu rencontres plein de gens. Tu pars seule à ce moment-là? Non, j'étais accompagnée. Ok. Alors j'ai mon amie Aux que j'avais États-Unis? rencontrée aux États-Unis qui m'avait rejoint. Donc voilà, j'étais accompagnée et c'était vraiment une aventure incroyable. T'es restée combien de temps? Je suis restée 4 mois en sac à dos. Et après ça, je me dis bon, ok, on a dépensé énormément d'argent. Ouais. Ah, ça va vite en voyage. Ça va très vite. Et donc là, j'étais également avec mon ex de l'époque. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il était originaire de Martinique. Et donc là, on décide d'aller en Martinique pour découvrir l'île et pour travailler. Et voilà, ça nous évitait d'aller en France. Donc à ce moment-là, l'idée, c'était un peu de s'installer quand même en Martinique. C'est ça. D'accord. Le but, c'était de s'installer. En tout cas, il n'y avait pas de date. Ouais. Il n'y avait pas de C'était un date peu précise. vivre au jour le C'était un jour peu vivre au jour le jour. Et donc, on arrive en Martinique. Tout s'est bien ficelé. Tout de suite, on a le logement. On trouve un travail en 15 jours, alors que tout le monde nous disait, mais non, mais vous allez jamais trouver. Il n'y a pas de travail en Martinique. Comment vous avez fait pour trouver du travail? Et ben, en fait, on est allé dans les agences d'intérim. On a dit qu'on était disponible, qu'on voulait trouver du travail le plus rapidement possible. Et les agences d'intérim nous ont énormément aidés. Moi, j'ai trouvé même un CDI là-bas. Ah oui. Dans un Donc, cabinet comme quoi, dentaire. si on veut et qu'on Ah, fait mais les clairement. démarches, ça Oui. fonctionne. Oui. J'ai trouvé même dans un cabinet dentaire alors que je connaissais pas du tout le secteur de la santé et enfin Et tu voilà. reviens quand même à tes premiers amours. Voilà. J'arrive, ils me font confiance et je passe 1 an en Martinique dans ce cabinet dentaire où je travaille dans ce cabinet dentaire. Ça se passe super bien. Tu fais quoi là-bas? J'étais assistante administrative et commerciale. Donc, en fait, je m'occupais vraiment de tout le cabinet sur le plan administratif. Et à la fois, j'avais le côté commercial où je vendais les devis. Et c'est des devis, les devis dentaires, ça peut aller, c'est des devis qui peuvent être plus ou moins, qui peuvent chiffrer un peu. Donc voilà, de faire les plans de financement, etc., d'établir un petit peu tout ça. Voilà, donc je passe 1 an là-bas et ça se passe super bien. Le cadre est quand même assez idyllique. Voilà, quand on... Et t'es à l'aise tout de suite parce que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Enfin, tu connaissais pas l'île, tu connaissais pas le métier que tu as fait. Est-ce que tu étais à l'aise? Mais je crois que oui. Je crois que j'étais à l'aise. En tout cas, je me disais que c'était une nouvelle expérience. Et du coup, j'aime bien prendre les expériences comme elles viennent parce que je me suis rendu compte, depuis en fait le décès de ma grand-mère qui a été vraiment le déclic. Et je prends les expériences comme elles viennent. Et en fait, je pense que quand tu es au bon endroit au bon moment, tout se passe bien. Ouais, en fait, tu fais confiance. Voilà. Tu te fais confiance. C'est ça. Alors après, il faut apprendre. Tu passes par la phase d'apprentissage quand tu es dans un nouveau travail. Au niveau de l'île, c'est pareil. C'est une autre culture, donc il faut s'adapter à la culture. Il faut apprendre de la culture parce que ils ont, toutes les cultures, t'as énormément à apprendre Bien sûr. de là où tu voyages. Donc c'est vraiment cette phase d'apprentissage, mais qui est hyper enrichissante. Et moi, j'adore ça. J'adore apprendre. Donc finalement, oui, je suis à l'aise là-dedans parce que c'est quelque chose dans lequel, oui, c'est toi, en fait. J'adore ça. Non, mais c'est bien. Donc, tu restes en Martinique 1 an. Et pourquoi il y a un départ? Qu'est-ce que tu décides de faire? Et là, donc 1 an se passe en Martinique et je commence à me poser des questions parce que je suis bien dans mon travail, je suis bien de partout. Mais en fait, dans mon travail, je suis bien, mais en même temps, je me dis, ça commence à m'ennuyer. Vendre pour C'est pas ce que tu voulais faire à la base. Voilà. En fait, et en plus, on passe l'épisode du Covid. Le Covid se passe quand on est en Martinique, donc on est Comment confiné. Ça se passe du coup? On est confiné en Martinique. Être confiné en Martinique, je dirais que c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On a pris des petites vacances. Et puis, comme je suis dans un cabinet dentaire, très vite, je reprends le travail quand même.
parce qu'on est dans le domaine Vous de êtes la sollicité, santé et on est sollicité, donc on reprend le travail. Donc ça permet un petit peu de gérer un petit peu l'administratif au cabinet quand le cabinet est fermé. On a quand même on y va des fois de temps en temps. Et après, on réouvre très vite. Mais en tout cas, il y a le confinement qui permet de se poser des questions sur soi. Je pense que ça a été... Oui, en plus, t'es loin de ta famille, de c'est tout ce ça. que tu connais. T'es Là, loin. c'est un peu les questions existentielles, quoi. Exactement. On se dit, OK, donc là, je suis là, j'ai tout. Il fait beau, je suis sur une île qui est magnifique, j'ai un travail, ça se passe plutôt bien, mais en même temps, je m'épanouis pas tellement. Et là, je me rends compte que je m'épanouis pas tellement dans mon travail. Et je pense que le plus important, c'est de s'épanouir. Parce qu'en fait, là, je me dis, mais on passe un temps fou dans notre job, quoi. Ah bah oui, la plupart du temps. Et donc, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose qui me plaît. Et je commence à regarder et, euh, et puis il y a mon âme d'enfant qui revient et qui me dit, mais tu te rappelles, tu voulais être sage-femme. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je vais reprendre mes études. Et je reviens en France pour reprendre mes études à la base en tant que sage-femme. Il s'avère que je fais les demandes pour être sage-femme en Belgique parce que il y a pas besoin de passer là-bas, c'est un peu plus simple. Mais par contre, c'est au tirage au sort. Donc, j'ai pas été prise au tirage au sort. Donc, sage-femme, pas possible. Mais j'étais dans un cabinet et ma conseillère me disait, mais postule quand même en tant qu'infirmière. Parce que imagine, mets pas toutes tes billes un peu dans le même panier. Mm. Et c'est toujours bien d'avoir quand même Un plan de secours. un plan B. Et donc, je postule en tant qu'infirmière sans trop sur Parcoursup. Je reprends Parcoursup. Et là, tu es dans quel état d'esprit? Parce que moi, pour avoir suivi, je trouve ça assez fascinant parce que à l'époque, tu avais quoi, 23, 24 ans. Donc, c'est la période où on sort d'études. La plupart de tes amis, c'était le cas. Et toi, tu décides de tout reprendre à zéro. Enfin, c'est quand même une grosse décision. Comment est-ce que tu le vis? C'est pas évident parce qu'effectivement, tu te dis que tu vas être un petit peu différente des autres, ou en tout cas quand les autres vont commencer à acheter des maisons, à faire d'autres choses dans leur vie, voilà. Toi, tu vas reprendre tes études. Et surtout, moi, ce qui me faisait peur, on va dire, c'était de perdre ma liberté. Oui, parce que tu Parce que reprenais quand un on voit, cursus. voilà, reprendre un cursus de 3 ans, ça veut dire 3 ans sans voyage. Waouh, pour moi, ça, c'était compliqué. C'était juste ça. Après, le reste, les amis, je dirais que je savais que je le faisais pour la suite, en fait. Donc, tu t'es aligné, c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Voilà. Et que je me voyais pas travailler. Enfin, en fait, je me voyais pas travailler en tant que commerciale ou dans l'immobilier toute ma vie. Et mon alternance, quand j'étais en licence, c'était pas forcément bien passé dans l'immobilier. Enfin, c'était bien passé, mais je m'y plaisais pas tellement. Oui, ça te ressemblait pas. C'est pas Voilà, ce que tu voulais faire. Ça me convenait pas, c'était pas aligné avec mes valeurs. Je trouvais que que c'était un monde un peu de requins qui était pas aligné avec ce que moi j'étais. Enfin, finalement, je voyais vraiment justement d'aider des gens dans leur projet de vie et je me retrouvais à faire du porte-à-porte pour inciter des gens à vendre. Non, ça me convenait pas. Ça allait pas du tout. Ça n'allait pas. Donc en fait, tes expériences dans la sphère commerciale, business, ça s'est pas bien passé et c'était pas ce que tu voulais au fond. Oui. Donc en fait, tout est revenu. C'est ça. Ça a fait ressortir ce que je voulais depuis toute petite. T'étais finalement. enfant. Aider les gens et de manière plus. Mais c'est quand même un sacré changement parce que tu as pris des études commerce. Enfin, t'as mis de côté le côté médical depuis quand même très longtemps, depuis le lycée. Depuis le lycée. Donc là, c'est aussi un énorme challenge de se dire je reprends tout et ça va bien se passer. Parce que tu as tout à apprendre au final. Bah oui, et au début, j'ai peur. Enfin, je me dis, est-ce que, honnêtement, pour revenir au Parcoursup, très vite, donc je fais mon petit dossier Parcoursup, mais sans trop me forcer parce que infirmière, c'était pas le projet de base. Et j'ai été prise assez rapidement. Je me dis, mais pourquoi ils m'ont prise d'ailleurs? Parce que j'ai un parcours commercial. Qu'est-ce qui... Je pense que c'est mes expériences associatives qui ont fait que j'ai été prise. Est-ce que tu faisais de l'associatif à côté? Parce que j'ai fait de l'associatif déjà dans mes études en technique de commercialisation où on a créé un projet pour aider une école, aider à la construction d'une école à Madagascar.
Ensuite, j'ai été dans une association quand j'étais en Martinique, parce que justement, j'avais le côté cabinet dentaire, mais pareil, j'avais besoin de trouver un sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai été bénévole au sein d'une association qui aide les personnes autistes dans leurs projets de vie, que ça soit leurs projets scolaires, leurs projets, enfin, au niveau social, au niveau scolaire, etc. Donc ça a été hyper intéressant, et je pense que c'est ce qui a fait. Oui, ça a Ça a été montré un que sur ton réel temps plus, libre, voilà. tu avais un intérêt pour toutes ces causes et c'est ce qui a fait qu'ils t'ont pris. C'est ce qui a fait que voilà que j'ai été prise. Et du coup, donc avant la rentrée, je me suis dit mais ok, donc j'ai été prise en tant qu'infirmière et j'avais pas été prise en tant que sage-femme, donc je décide de faire De prendre le cursus de prendre infirmier. le cursus infirmier, et je me dis ben je vais faire la passerelle après en tant que sage-femme. Enfin, il y aura toujours la possibilité Oui, de au faire moins tu sage-femme. rentrais quand même dans le milieu. Je rentrais dans le milieu. Je me disais que c'était un premier pas. Mais je me dis, oh là là, mais en fait, il va y avoir des sciences, il va y avoir des trucs que je ne comprends rien. Bah, Comment je t'as vais faire? tout à apprendre. J'ai tout à apprendre. Et au final, je commence. Et en fait, tout se fait. Enfin, oui, certes, c'est du travail, hein. On a, on a tous charbonné dans ces études, et c'est du boulot, il faut apprendre, il y a plein de choses à apprendre. Mais en réalité, je pense que tout est possible. Ouais, parce que tu Mmh. t'épanouissais vraiment dans ce que t'apprenais. Mais clairement, c'était hyper intéressant. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est qu'on faisait beaucoup de stages, en fait. Donc, il y avait la partie théorique, mais il y avait vraiment la partie pratique à côté. Et les stages permettent de donner du sens aussi à tout ce qu'on apprend, Oui. et de mettre en lien tout ce qu'on a appris sur le terrain. Et Donc, t'as ça, tout de suite été à l'aise pendant tes stages? mon premier stage, c'était dans un EHPAD. Et donc là, première toilette. Et je me dis: «OK, donc là, je dois faire une toilette», et en fait, ça se fait très naturellement. Mais c'est bizarre parce que sur le moment, avant de la faire, je me suis dit: «Waouh!» En fait, c'est même pas avant de la faire, c'est après l'avoir fait, je me suis dit: «Mais tu te rends compte qu'avant, tu étais dans le commerce et C'est tu te ça? retrouves à t'occuper d'une personne âgée, de lui faire à lui faire sa toilette, et cetera», et en fait, ça se fait très, très naturellement. Enfin, tout se fait assez naturellement, et quelque chose qui aurait pu me dégoûter il y a quelques années, enfin oui, presque me dégoûter, hein, enfin pour être honnête, Bien hein. sûr. Mmh. Et aujourd'hui, pas du tout, parce qu'on est en contact avec des gens qui sont extraordinaires. En fait, c'est juste beau, et on voit même pas le... Oui, tu vois pas le côté qui peut être un peu plus Voilà, négatif. Toi, tu exactement. vois juste l'entraide et Mais ce que tu clairement. peux apporter aux patients. Mais oui, oui, oui. Donc en fait, tu as tout de suite eu cette fibre pour le métier d'infirmière. Oui, alors après, pas dans tous les services. Mmh. Non, non, il faut pas... Il y a des services qui m'ont davantage plu que d'autres. C'est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans un bureau et devant un ordinateur, Est-ce que c'est aussi le clairement. côté très dynamique où tu fais jamais la même chose, tu vois jamais les mêmes personnes et tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver dans ta journée? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je me suis vraiment posé des questions au cours de ma formation, à savoir si je voulais vraiment continuer en tant que sage-femme ou pas. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'infirmière ouvrait vraiment le champ des possibles. Et finalement, je me suis dit, infirmière, c'est peut-être même mieux. Ça t'ouvre plus de portes, La vie peut-être. m'a amenée vers le métier d'infirmier, et finalement, c'est mieux parce que ça m'ouvre énormément de portes. Même aujourd'hui, je m'en rends compte. Je peux travailler dans plein de domaines différents. Il y a plein de domaines qui sont intéressants. Et moi, comme j'aime toujours bouger Et et que je apprendre. tiens pas trop en place et que j'aime apprendre, je trouve que finalement, c'est vraiment un métier qui est assez incroyable pour ça, parce qu'on fait jamais la même chose. On peut être dans des services complètement différents. On peut être en intra-hospitalier, en extra-hospitalier. On a plein de projets à créer. Enfin, on peut faire tellement de choses en tant qu'infirmière, c'est incroyable. Et est-ce que à ce moment-là, donc tu es dans tes premiers stages, est-ce que ton objectif, c'est quand même toujours de travailler avec les enfants? Je dirais que oui. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais je demande pas de stage pour le moment en pédiatrie. La première année, je demande vraiment des stages assez classiques finalement, parce que je veux découvrir le métier d'infirmier, et mon but, c'est d'avoir la technique.
C'est un petit peu la base de l'infirmier, développer ses soins techniques parce que c'est ce qui fait peur en fait quand tu es en stage, c'est se dire oh là là, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. C'est quoi les soins techniques si tu peux devoir transfuser, Ah oui. apprendre à transfuser, apprendre à faire des soins techniques bêtes, mais poser une sonde à demeure, Donc, toutes les bases, tu Voilà. voulais les acquérir la première année. Exactement. J'aimerais les acquérir et j'aimerais, à la base aussi, faire une prise de sang, tout bête. Mais il faut, mais vrai. voilà, apprendre à faire une prise de sang, apprendre à poser un cathéter. Tous ces soins techniques, finalement, que j'ai envie de maîtriser. Et donc là, la première année, et je dirais même un peu la deuxième, j'ai envie de développer ces compétences-là. Et donc, en deuxième année, comment évolue un peu ton cursus? Et donc après, je continue à développer les soins techniques en stage, etc. Et les soins relationnels. On va dire que le relationnel, ça reste mon point fort. Et les soins techniques, je les développe un petit peu, peu à peu. Et en deuxième année, un nouveau projet. Le voyage me manque, encore une fois. Toujours. Voilà. En tout cas, non, c'est juste que on nous propose à l'école de partir à l'étranger, de partir faire un stage à l'étranger. Donc, on nous présente en fait les projets de mobilité. Et là, on nous dit que voilà, si on monte un dossier, on peut partir en stage un peu de partout. Voilà. Et là, il y a une possibilité de partir dans un hôpital pédiatrique. Donc moi, ça m'intéresse. Donc ça forcément. t'intéresse, ça réunit tous tes critères. Ça réunit tout. Et en plus, ça nous permettrait de découvrir plusieurs services de l'hôpital pédiatrique. Et tout ça dans un hôpital pédiatrique au Vietnam. J'ai jamais découvert l'Asie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je n'avais jamais fait l'Asie. Et d'ailleurs, ça n'avait jamais été dans ta liste. Dans ma liste de choses à faire. En fait, c'est drôle, mais rien n'était dans ma liste et tout. Et tout arrive. Et tout pour arrive une raison. Petit à petit. Et puis je me dis, ok, pourquoi pas, allons-y. Et donc là, on est plusieurs amis à se dire, allez, ok, go, on monte le projet, ça a l'air génial. Et on monte même une association pour pouvoir financer le projet parce que ça a quand même un coût. Et c'est à votre charge? C'est à notre charge. Ah oui, en plus. Ouais. On paye une association. Et elle nous accueille dans une maison d'étudiants où on a une cuisinière, on a une traductrice pour le stage et du coup, on a accès au stage dans l'hôpital. Donc vous êtes bien pris en charge quand même. On est super bien pris en charge. Donc voilà, donc on crée l'association, on fait plein de petits événements, retour dans la vie associative que j'aime tant finalement. À chaque fois, j'y retourne. Donc à créer plein de petits événements, des tombolas, des soirées, etc., pour financer tout ça. On récolte assez d'argent, on présente notre projet devant un jury qui délibère et qui accepte. Donc, on peut partir. On prend les billets d'avion. Et là, ça se passe en février. Oui. En février de la deuxième année d'infirmière. Donc, pendant 1 mois où on travaille le matin à l'hôpital pédiatrique. Et après, on a les après-midi un peu libre et les week-ends également. C'est qu'1 mois sur place. C'est 1 mois sur place. D'accord. Donc ça nous permet également de voyager aussi sur place, de visiter, on va dire, de visiter sur place et à la fois l'expérience de l'hôpital pédiatrique au Vietnam qui est juste incroyable. Est-ce que tu peux justement expliquer un peu plus cette expérience qui est assez exceptionnelle? C'était vraiment génial. Donc tous les matins, on allait à l'hôpital qui était à 10 minutes de la maison où on logeait et on a fait 4 services. Donc on a fait le service des urgences, le service de traumatologie, le service de chirurgie digestive et le service de néonatologie. C'était hyper intéressant. On a pu voir des choses qu'on ne nous aurait pas forcément permis de voir en France, notamment dans le service de traumatologie où là-bas, il y a énormément d'accidents de scooters. De scooters, oui. Ouais, c'est chose courante. Donc, il y a beaucoup
de plaies à cause de ça, etc. Et on a pu aller au bloc, voir des opérations au niveau du crâne, enfin voilà. Et vous êtes en autonomie? Comment ça se passe? Parce Non, que vous êtes quand même qu'en 2e année. oui. Alors on est toutes les trois toujours ensemble, donc les trois étudiantes. On est tout le temps ensemble et il y a une traductrice parce qu'en fait ils parlent pas du tout anglais Bien là-bas. sûr. C'est vraiment uniquement le vietnamien et alors nous on parle pas du tout vietnamien. Oui. Il y a une traductrice qui est constamment avec nous, en tout cas à peu près constamment, sinon on utilise Google Traduction aussi avec avec les infirmiers de là-bas et les médecins. Et puis là-bas on est plus ou moins, enfin en fait on fait des soins, c'est plus ou moins un stage d'observation, mais on peut quand même pratiquer, notamment pour les pansements, voilà. Les soins de base, vous pouvez les faire. Voilà, les soins de base on les fait. Mais tout ce qui est sinon forcément en bloc c'est plus de l'observation. Mais ça doit être quand même très enrichissant parce que déjà tout est complètement différent de la France. C'est un pays qui est beaucoup plus pauvre. J'imagine que les conditions sont plus précaires. Et c'est incroyable de voir effectivement les différences avec la France. Et en fait on a, je pense toutes, je parle en leur nom aussi d'ailleurs, mais parce que j'ai leur retour, mais on a toutes été agréablement surprises des conditions d'hygiène là-bas. En fait, on s'attendait finalement à pire. Et parce qu'on se dit qu'effectivement, c'est un pays pauvre et que du coup, ils n'ont pas le matériel, etc. Bah, c'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on imagine. Et finalement, ils s'en sortent avec leurs moyens. C'est-à-dire que nous, quand on a du matériel à usage unique, par exemple, tout notre équipement pour le bloc, par exemple, va être à usage unique. On va le jeter directement après. Eux, ça va être en tissu. Par exemple, leur blouse va être en tissu. Et donc, oui. c'est stérilisé. Et finalement, c'est aussi bien. Pareil pour les pansements où toute leur pince va être stérilisée après. Donc, en fait, c'est réutilisé. Et finalement, pour l'environnement, on a trouvé que c'était C'est mieux. Plutôt bien. Donc, et puis les soins étaient très très bien réalisés. Elles ont une dextérité. Je sais pas si c'est les baguettes qui font ça d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs. Mais elles ont une vraie, les infirmières là-bas ont une dextérité qui est assez incroyable. Et puis, et ce qui nous a marqué aussi, c'est la gestion de la douleur, qui est complètement différente en France. Nous, en C'est-à-dire France, on prend en charge la douleur, c'est vraiment numéro 1. Enfin voilà, on fait très attention à la douleur du patient et à l'aspect relationnel. On va beaucoup parler, on va essayer de détendre, vous prenez le temps d'être avec le patient. Voilà, en tout cas, même si on ne l'a pas, on va essayer de prendre en charge le patient dans sa globalité et notamment la douleur, on va la prendre en charge et ça va être vraiment important pour nous. Alors que là-bas, alors que c'était des enfants pourtant, donc des petits bouts quoi, et qui avaient mal, qui avaient des plaies qui étaient juste énormes. Je vous passe les détails, mais et donc il y avait des infirmiers qui étaient en train de désinfecter des plaies et ça faisait vraiment vraiment mal. Et en fait là-bas c'est plus tais-toi, enfin. Ouais. Et les enfants. Faut faire avec les conditions quand même. Voilà. Et les enfants finalement ne pleuraient pas. C'était ça le pire, c'est que vraiment ils se retenaient de pleurer. On sentait que là-bas il faut être courageux. C'est vraiment différent. Nous, en France, on va prendre en charge la douleur. Là-bas, il faut être courageux. Oui, ils ont Il une faut pas certaine pleurer. fierté, une certaine pudeur qui est... Voilà. Donc, c'est hyper intéressant de voir toutes ces différences. C'est génial. Et j'arrive dans le service de néonatologie où là, je me dis, oh non, mais génial. Donc là, je suis avec les tout petits bouts, les bébés, et j'adore. J'adore. C'est la grande révélation. Oui. La confirmation même. La confirmation, parce que je le savais déjà, mais encore une fois, là, je me dis, quand je faisais les bains des petits bouts dans leur petite bassine, là, au Vietnam, je les voyais, ils étaient trop mignons. Et je me disais, mais oui, mais c'est ce que tu voulais faire. C'est génial. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas essayer de travailler plus en néonatologie. Oui. À partir de ce moment-là, je me dis, non, il faut vraiment que je fasse un stage là-bas. Et c'est ce que tu fais de retour en France ? De retour en France, j'ai plusieurs stages à valider. En fait, dans notre cursus, on doit valider des stages. Par exemple, la psychiatrie, je devais la valider encore. J'avais pas encore fait de stage là-bas. Donc, je fais mon stage en psychiatrie, etc. Mais je demande un stage en néonatologie. Et
Et pour le dernier stage, donc le stage pré-professionnel, c'est là où je demande le stage en néonatologie parce que après je veux y travailler. Et donc c'est tout un dossier pour le coup qu'il fallait monter parce qu'il y avait peu de place. Donc on présente, enfin voilà, on doit monter, on doit faire un CV, lettre de motivation un peu classique, Ah oui. mais ce qui se fait pas forcément normalement. Dans le milieu infirmier. Oui, normalement, le stage pré-professionnel, on y accède un petit peu comme ça. Et là, pour le coup, pour ce stage-là, comme c'est un service de néonatologie, de réanimation néonatale, là, il fallait monter quand même un petit dossier. Et donc, j'ai été parmi les sélectionnés. J'ai pu faire mon stage là-bas. Et puis, j'ai été parmi les sélectionnés ensuite pour pouvoir y travailler. Donc là, ça fait depuis juillet que je travaille dans le service. Et comment est-ce que tu le vis? Parce que c'est un peu la consécration. Tu as tout repris pour atteindre ce que tu voulais, travailler avec les enfants dans le médical. Aujourd'hui, tu l'es. Comment est-ce que tu le vis? Bah, c'est une réelle fierté de me dire, waouh, ok. Parce que ça y est, c'est Donc, fini. je suis passée oui, mais c'est jamais terminé, je dirais. T'as C'est jamais d'autres terminé. plans. Voilà. C'est jamais terminé parce qu'en fait, des projets, on en a plein. Et puis, ce qui était le projet d'hier ne sera pas le projet de demain. Donc, ça va, ça vient. Mais en tout cas, c'est une réelle fierté encore d'avoir abouti à cet objectif. Et de pouvoir travailler aujourd'hui avec les nouveau-nés, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, c'est super enrichissant, c'est génial. Là, du coup, je commence dans le service de soins intensifs et j'apprends énormément. Alors, au début, c'est hyper stressant. Il faut savoir que c'est des services quand même où on n'est jamais assise et on s'arrête jamais et où il y a énormément de choses à connaître, où du coup ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais appris avant en tant qu'infirmière, parce que du coup les normes sont différentes pour les nouveau-nés. Et comment tu gères la pression justement? Eh bien, c'est pas facile tout le temps, hein. Je dirais que c'est pas facile tout le temps. Je pense que le fait d'être bien entourée, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Je suis heureuse aussi dans ma vie personnelle, donc je pense que ça, c'est important. Oui. Et du coup, ça apporte énormément. Là, sur le plan personnel, je dirais que tout se passe bien, donc je peux en parler dès que voilà, j'ai des petits doutes, etc. J'ai vraiment un petit peu voilà. Je peux extérioriser. Et sur le plan, du coup, ça me permet vraiment de me focaliser aussi sur le plan professionnel et d'apprendre et d'être focus un petit peu à ce niveau-là. Et je dirais que voilà, c'est pas facile tous les jours. Des fois, on se demande si finalement c'est fait pour nous, ou si est-ce qu'on va être assez. On se demande toujours si voilà, si on va y arriver ou pas. Mais je pense qu'on passe tous par cette phase-là quand on apprend et quand c'est nouveau. Un jour, on m'a dit que tout ce qui est étranger est étrange. Et en fait, dans le mot étranger, il y a le mot étrange. Donc, ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, finalement, c'est étrange et ça fait peur. Et donc, on n'y va pas forcément, en fait. Ah non. Et je pense qu'il faut y aller. Quand ça fait peur, c'est que ça vaut le coup. Ouais, c'est ça. Qu'il faut y aller et que ça vaut le coup. Et c'est pas facile tous les jours, mais en réalité, d'y arriver, de se rendre compte qu'on est capable, c'est vraiment une fierté et c'est un accomplissement personnel qui vaut le coup. Et aujourd'hui, tu as atteint ton objectif, un de tes objectifs. Quels sont les autres objectifs que tu aimerais atteindre? De quoi tu rêves aujourd'hui? Eh bien, il y a d'autres objectifs. Oui, il y a toujours des objectifs. Le domaine hospitalier est hyper intéressant, on apprend beaucoup. Mais je me vois pas forcément toute ma vie à l'hôpital. Moi, j'aime entreprendre aussi un petit peu des choses, créer. J'ai besoin vraiment de créer des projets, en tout cas d'entreprendre des projets. Et le domaine associatif, ça a été une vraie révélation tout au long de ma vie. J'ai toujours été un petit peu liée à l'associatif. Et donc, j'aimerais vraiment... j'ai pour projet peut-être de pouvoir créer une association autour de la femme, de la parentalité, de la périnatalité de l'enfant. Pourquoi pas, en tout cas, créer quelque chose en ce sens. Ce serait lié un peu toutes tes passions. C'est ça. Pour le voyage, pour le médical,
les conditions des femmes. Enfin, c'est Oui, un peu tout ce qui clairement. t'intéresse. Et, Mmh. et aujourd'hui, tu as le bagage pour. Tu as Oui, des études un peu dans le commerce qui te montrent un peu comment fonctionne une entreprise, une c'est ça. association Mmh. ou n'importe quoi. Et après, tu as aussi le médical qui te permet de faire ce que t'aimes, quoi. Bah oui, en fait, je dirais que chaque expérience nous apprend quelque chose et en fait, ça sert toujours à un moment donné. Ne serait-ce que, d'avoir fait de l'immobilier, peut-être que ça me servira pas sur le plan pro, mais sur le plan perso, si j'ai un besoin d'investir, Oui. je vais me servir de ça aussi. En fait, tout ce qu'on fait, ça nous sert à un moment donné de notre vie et qu'on s'en rende compte ou non. Parce que dans tous les cas, ça a été un apprentissage. Moi, je me rappelle mes années de techniques de commercialisation, ça m'a permis, de réussir à parler en public, ne serait-ce de ça, de réussir à créer des projets avec plusieurs personnes, à justement entreprendre parce qu'on avait beaucoup de Oui. projets, à réaliser, de petites choses à créer et cetera. Et finalement, tout ça, hem, toutes ces expériences, ça fait ce qu'on est et ça nous fait, créer de nouveaux projets et voir la suite finalement. Donc, en fait, t'as jamais regretté un de tes choix au niveau scolaire. Non, pas du tout. Sur le papier, on pourrait se dire, ah, elle a commencé quelque chose et elle finit par faire complètement l'inverse. Mais en fait, c'est aussi un chemin qui n'est pas forcément linéaire. Mmh. Et tu en es la preuve. On peut être épanoui et avoir trouvé du sens dans chacun de ces Oui, projets, quoi. clairement, il y a des gens qui pourraient dire que, j'ai perdu du temps, mais non, 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 j'ai pas perdu de temps. Au final, j'ai appris. À chaque fois, j'ai appris et dans la vie, finalement, On apprend tout le temps. on apprend tout le temps et est-ce que c'est pas le but de la vie d'apprendre, de vivre, de Et vivre des expériences? bien sûr, et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui, par exemple, se dit, non, mais là, je suis engagé dans une voie, je peux pas changer, et pourtant, je sais que j'aimerais faire complètement l'opposé. Comme toi, il y a quelques années, quel conseil tu donnerais? Je dirais que tout est possible, que vraiment c'est possible. Et même si, il voit aucun lien, aucun fil conducteur qui relie ces 2 projets, en fait, il en existe un, c'est peut-être qu'il le voit pas encore. Il y a des fois quand on fait un puzzle, on se dit: «Mais où va cette pièce, quoi? Elle va pas du tout, ça rentre pas, en fait» et finalement, si, la pièce, elle finit toujours par rentrer dans le puzzle. C'est juste qu'on le voit pas tout de suite. Au début, c'est fouillis, c'est un gros brouillon, mais ça finit toujours par, Tout finit par prendre sens. tout finit par prendre sens, c'est sûr. Et dans cette même lignée, je demande toujours, parce que j'aurais encore plein de questions à te Oui. poser, mais on va arriver sur la fin de l'épisode. Je demande toujours aux invités quel est le mantra. Donc, quel est ton mantra? La petite phrase que tu te répètes et qui peut t'aider à avancer. La petite phrase que je me répète. Bon, je me répète pas toujours de petites phrases comme ça, mais mais je dirais qu'en fait, que chaque petite décision t'amène à ce que tu es aujourd'hui et que en fait, le but de la vie, c'est de profiter et c'est de vivre et faut pas oublier de vivre. Tu penses que si tu étais resté dans le parcours que tu avais décidé au tout début, donc post-bac, un peu plus commerce, tu aurais oublié de vivre ou tu aurais pas vécu ta propre vie? Mais en fait, je me rendais même pas compte de ce que c'était que la vie finalement. En fait, j'avais pas pris conscience à ce moment-là de De la de ma richesse. propre vie. Ouais. En fait, je vivais, par rapport à mes parents, ce qu'ils m'avaient dit et cetera, mais j'avais pas encore pris possession de ma propre vie et c'est vraiment de partir à l'étranger qui m'a fait prendre conscience de: «OK, en fait, c'est toi et tu libre et tu plein de choix à faire». Et quand tu parles de tes parents, Mmh. est-ce que tu as été soutenue quand tu as pris toutes ces décisions? Pas toujours. Pas toujours parce que partir à l'étranger, ça fait peur. Puis c'est pas forcément voilà, moi dans la campagne, c'est pas forcément on voyage pas énormément. Sûr. Voilà, c'était pas forcément des personnes mes parents sont pas forcément des personnes qui voyagent, tout le temps. On partait toujours au même endroit en vacances, voilà, c'était pas forcément donc là, partir hyper loin, ça fait peur. Ils se posent toujours des questions, ils se posaient des questions. Est-ce que je perds pas du temps justement? Est-ce qu'il faut pas mieux que je continue mes études? Enfin voilà. Mais ils t'ont pas non plus mis de bâton dans les Ils roues. m'ont pas mis de bâton dans les roues. Encore que, au moment où je suis partie au Mexique, ça a été un peu plus dur parce qu'ils ont pas forcément compris toutes mes décisions. Mais en fait, il y a un moment donné où on vit pour soi
Et quand on sait que c'est bon pour soi, il faut le faire. Ouais, tu t'es toujours écoutée. Je me suis écoutée en premier. Et d'un côté, je pense que ça les a rassurés parce qu'ils ont vu que... Tu savais ce que tu faisais. Voilà, et que je m'en suis sortie et que j'avais besoin de ça et que que j'étais épanouie. Et en fait, je pense que les parents, ce qu'ils veulent, c'est voir leur enfant heureuse. Et ils me voyaient heureuse. Et donc, ok, ils ont compris. Au début, c'est difficile de comprendre, mais après, je pense que quand tu vois ton enfant heureux, tu te dis, bon, d'accord. Oui, Oui, tu fais confiance. C'est juste qu'elle est différente de la nôtre. Oui. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi celui-ci? Eh bien, je t'ai emmené le téléphone de ma grand-mère que j'avais chez ma mamie, donc dans ma maison d'enfance, je dirais la maison de ma grand-mère. C'est un vieux téléphone. Oui, et vraiment vieux. Très, très vieux. Et en fait, grâce à ce téléphone, j'écoutais avec une copine. En fait, elle gardait des enfants, ma mamie, donc j'étais tout le temps constamment avec d'autres enfants. Et on écoutait ces conversations grâce à ce téléphone parce qu'il était relié à l'autre téléphone. Enfin bon. Et donc, c'est vraiment des bons souvenirs d'enfance. Je dirais que ce téléphone, c'est mon âme d'enfant. Et je pense que je l'ai ramené parce que dans toutes nos décisions qu'on doit prendre dans notre vie, il faut toujours garder cette âme d'enfant. Et voilà, il faut profiter, quoi. Donc, c'est ce que tu as fait en soi. Ouais, c'est ça. C'est un beau clin d'œil. On n'avait jamais dit quelque chose comme ça, c'est très beau. Et puis ma mamie, clin d'œil pour ma mamie parce que ça a été le déclic de ma vie et que je dirais que c'est mon guide au quotidien avec elle sur la terre. Et même quand elle est partie, ça a été vraiment aussi une belle personne. C'est mon guide toujours. Et ce téléphone, tu l'as avec toi, tu l'as pas emmené partout, j'imagine, parce qu'il est pas facile à transporter, mais ça a toujours été un objet qui est important pour toi. C'est un objet que j'ai voulu récupérer, j'ai voulu récupérer, et oui, il est chez moi, il est exposé chez moi, il est toujours là, il sera toujours là. Et quand tu parles de ta mamie, tu as pris toutes ces décisions en partie grâce à elle. Et c'est elle qui t'a guidée. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'elle pense de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu imagines? Waouh, c'est difficile comme question. Déjà, ma mamie, c'était une personne qui voyageait beaucoup, qui aimait le voyage. Voilà. Et je pense qu'elle Je me demandais d'où ça venait et j'ai ma réponse. Je pense qu'elle m'a beaucoup transmis ce goût du voyage. Elle aimait toujours partir en voyage, danser, profiter. C'est une personne qui était toujours pleine de vie. Et je pense qu'elle me voit pleine de vie aujourd'hui. Et elle doit être heureuse, en tout cas, j'espère. Et donc ce goût de la vie te vient en grande partie d'elle. Oui. En fait, c'est une personne qui, effectivement, elle était pleine de vie et pourtant sa vie n'a pas été toujours facile. Elle a vécu la guerre et puis ils sont arrivés en France. Parce qu'elle était où à la base? En Algérie. Ah. Oui, ma grand-mère habitait... donc des conditions déjà compliquées. Voilà. Mes grands-parents, avec mon père, habitaient en Algérie. Ils ont dû déménager avec la guerre. Donc, ils sont arrivés en France sans rien. Et donc, elle a tout construit avec mon grand-père et elle gardait des enfants. C'est drôle parce que je me rends compte aujourd'hui que les enfants... ça vient aussi d'elle. Non, mais c'est intéressant de voir d'où viennent ces passions. Je me disais pas ça avant, effectivement. Et donc, voilà, elle gardait des enfants et elle était pleine de vie. Et elle a toujours aidé tout le monde. Elle a toujours été là pour tout le monde. C'était une personne qui donnait beaucoup. C'était un vrai petit ange et c'est un vrai petit ange et je pense que oui, elle est heureuse, en tout cas, j'espère. Et donc, tu dirais que c'est elle, ta plus grande source d'inspiration au final? Ah oui, clairement. Parce qu'à la base, ce podcast est aussi pour ça, pour pouvoir inspirer les autres et ta reconversion est très inspirante, donc merci de l'avoir partagée. Mais c'est intéressant de voir aussi d'où tu peux t'inspirer. De qui est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Ah ma grand-mère m'a clairement inspirée et pourtant elle avait une vie toute simple parce que... Oui, mais par qui elle était. Mais voilà, par son âme en fait, elle m'a inspirée. C'est incroyable parce que sa vie en tant que telle, voilà, elle gardait des enfants, elle n'a pas forcément fait beaucoup d'études, elle n'avait pas l'occasion de voyager beaucoup, mais dès qu'elle pouvait, elle voyageait. Et puis elle a créé sa petite famille. Mais oui, je pense que c'est la personne qui m'inspire le plus de par
De par sa personne. De par sa personne, en fait. Voilà. Ah bah c'est très beau. Bah écoute Marine, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Bah merci à toi. Je suis ravie et j'espère que ça pourra inspirer des personnes qui peuvent se poser les questions que tu as pu te poser à l'époque et à oser franchir le pas et à oser vivre leur vie. Donc merci beaucoup. Et ben merci. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.